Le 13 juillet 2023, une odeur insupportable flottait sur la campagne du Tarn-et-Garonne. Elle allait conduire un agriculteur vers une découverte qui mettrait fin à 27 jours d'angoisse. Ce matin-là, le 13 juillet 2023, la chaleur était déjà accablante dans la région de Tarn-et-Garonne, dans le sud de la France. L'air était sec et lourd. En périphérie du village de Lourdes-Saint-Pierre, près d'un canal, un agriculteur local remarqua une forte odeur nauséabonde. Suivant un sentier étroit qui serpentait près d'un terrain de football, il partit enquêter. Dissimulé au fond des broussailles, parmi les hautes herbes et les fourrés, il découvrit un corps étendu au sol. Non loin, il aperçut un sac à main rose. L'agriculteur contacta rapidement les services d'urgence locaux, qui arrivèrent dans l'heure. Les forces de l'ordre sécurisèrent bientôt les lieux et commencèrent un examen minutieux de la zone. À l'intérieur du sac à main, ils trouvèrent une carte d'identité appartenant à une jeune femme de 21 ans, Marin Paou, portée disparue depuis juin. Bien que la pièce d'identité donne une piste, l'identité de la victime n'était pas encore formellement confirmée. Marin Paou était née et avait grandi dans l'Occitanie, une région du sud de la France, et avait 21 ans au moment de sa disparition. Elle vivait avec son petit ami dans un appartement d'une commune au nord de Gaillac, près de Toulouse. Elle avait 2 frères aînés, Nicolas et Jonathan, avec qui elle entretenait des liens forts, particulièrement avec Nicolas, à qui elle confiait souvent des choses personnelles. Ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était enfant et, en 2020, sa mère était décédée. Une perte dévastatrice qui avait profondément affecté toute la famille, surtout Marin. Bien qu'elle parlait rarement ouvertement de son chagrin, elle postait fréquemment des citations sur la perte et la guérison sur sa page Facebook. Après la mort de sa mère, Marin avait choisi de rester proche de son père, avec qui elle avait une relation chaleureuse et complice, même lorsque sa santé avait commencé à décliner. Début 2020, elle avait commencé à travailler dans une maison de retraite. Si on sait peu de choses sur ses missions exactes, les rapports la décrivaient comme responsable, fiable et travailleuse. Le poste exigeait à la fois une force émotionnelle et une endurance physique, des qualités que Marin possédait en abondance. Marin était une utilisatrice active de Facebook, partageant souvent des citations très personnelles et réflexives, parfois philosophiques. Cependant, dans les mois précédant juin, sa présence en ligne s'était atténuée, même si elle continuait à poster occasionnellement des nouvelles et des photos. Le 11 juin 2023, elle avait mis à jour sa photo de couverture pour célébrer ses 2 ans de relation avec son petit ami. Seulement 2 jours plus tard, le 13 juin, elle changea sa photo de profil, ajoutant la légende, un sourire peut cacher beaucoup. La peur, la douleur, la tristesse. Mais il montre une chose, la force. Alors que sa vie paraissait calme et stable de l'extérieur, ses publications et des changements subtils dans son comportement révélaient un tourment intérieur, ses proches sentaient que quelque chose n'allait pas. Elle semblait anxieuse et renfermée, mais peu comprenaient la profondeur de sa lutte. Le soir du 16 juin 2023, Marin passa du temps avec 2 personnes, une amie et une connaissance de la famille nommée Laurent. Le rassemblement eut lieu dans un secteur proche, à environ 20 minutes en voiture de la maison du père de Marin. Quand la soirée prit fin, elle monta dans sa Ford Fiesta grise et commença à raccompagner ses amis. Vers 2 heures du matin, elle déposa une amie dans la ville de Fronton. Puis elle continua vers la Bastide-Saint-Pierre, où Laurent habitait. Après l'avoir ramené chez lui, elle se gara, dit au revoir, et, selon son frère Nicolas, envoya un bref message de bonne nuit peu après. Elle retourna ensuite chez son père. Le père de Marin confirma plus tard qu'il avait entendu la porte d'entrée s'ouvrir pendant la nuit. Il ne s'était pas levé, mais se souvenait distinctement du bruit de quelqu'un qui entrait. Ce fut le dernier moment vérifié où quelqu'un eut un contact avec Marin, aux premières heures du samedi 17 juin 2023. Quand le père de Marin se réveilla vers 9 heures du matin, il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La chambre où elle était censée avoir dormi était vide. Le lit était intact et la plupart de ses affaires avaient disparu. La seule chose laissée derrière était un imperméable accroché séparément. Les 2 valises qu'elle avait apportées quelques jours plus tôt, après avoir quitté l'appartement de son petit ami, manquaient aussi. Sa voiture n'était pas non plus dehors, ce qui renforça son inquiétude. Il tenta d'appeler son téléphone, mais tous les appels passaient directement sur la messagerie. Il continua à essayer toute la matinée, sans succès. De plus en plus inquiet, il commença à contacter les amis et connaissances de Marin, y compris son petit ami, mais personne n'avait de nouvelles d'elle depuis la nuit du 16 juin. Il n'y avait eu aucun appel, aucun message, aucune trace d'elle.
Réalisant qu'il ne pouvait pas trouver sa fille, le père de Marin contacta Nicolas, qui était en vacances à ce moment-là. Nicolas écouta attentivement et suggéra que peut-être Marin avait pris un peu de temps pour être seul. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais ce n'était pas entièrement impossible non plus. Essayant de rassurer son père, il lui conseilla de ne pas paniquer, espérant qu'elle donnerait bientôt signe de vie. Pendant ce temps, son père continua à contacter toute personne pouvant savoir où elle était. La disparition des affaires de Marin, et son silence persistant, ne firent qu'accroître son inquiétude. En milieu de journée, plus de 12 heures s'étaient écoulées depuis son dernier contact confirmé. Pourtant, il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Submergé d'inquiétude, son père se rendit au commissariat local de Grisol et signala officiellement sa disparition le 17 juin. Cette même nuit, Nicolas rentra de son voyage. Il arriva vers 23 heures et se rendit immédiatement chez son père. Marin était toujours porté disparu et ses affaires étaient absentes de la chambre où elle séjournait. Chaque tentative pour la joindre avait échoué. À ce stade, la famille comprit que quelque chose de grave s'était passé. Marin n'avait jamais disparu sans prévenir qui que ce soit, et son silence soudain était totalement inhabituel. Ce qui les intriguait le plus, c'était qu'elle avait pris ses bagages sans en parler à personne. Marin n'était pas du genre à prendre des décisions spontanées sans expliquer ses projets. Bien qu'elle ait eu 21 ans et était libre de faire ce qu'elle voulait, ce comportement ne correspondait pas à ses habitudes. La voiture manquante ne fit qu'accroître leur inquiétude. Il était clair qu'elle était partie intentionnellement, mais personne ne savait où elle était allée ni pourquoi, la situation restait floue. Alors que les bagages préparés pouvaient laisser penser à un départ volontaire, le silence complet, aucun appel téléphonique, aucun message, était profondément troublant. La famille commença à tout remettre en question. Sa disparition était-elle une décision émotionnelle soudaine ou quelque chose de soigneusement planifié? Avait-elle une destination précise en tête ou quelque chose avait-il terriblement mal tourné? Sans information sur son sort, l'incertitude les consumait. Le 18 juin 2023, un jour complet après la dernière fois que Marin Paou avait été vu, les autorités commencèrent à retracer son empreinte numérique. Elles analysèrent ses données téléphoniques, son activité en ligne et ses transactions bancaires. Il ne fallut pas longtemps pour découvrir que le dernier signal de son téléphone avait été détecté le matin du 17 juin vers 8 heures, par une antenne relais près de la ville de Montauban. Après cela, l'appareil s'était complètement tu. Les appels passaient directement sur messagerie et aucune autre connexion n'était enregistrée. Au même moment, les enquêteurs examinèrent sa présence en ligne, se concentrant particulièrement sur son compte Facebook, où elle avait autrefois été très active. La dernière trace d'activité numérique apparaissait vers 6 heures du matin le 17 juin. Après cela, il n'y eut aucune connexion, mise à jour ou interaction d'aucune sorte. Un examen de ses relevés financiers révéla également une totale inactivité. Aucun retrait, dépôt ou achat n'avait été effectué depuis le jour de sa disparition. Son compte bancaire restait inchangé, et les autorités le placèrent sous surveillance au cas où une activité future aurait lieu, mais rien ne changea dans les jours suivants. Sa carte SIM était elle aussi inactive, ne montrant aucune connexion au réseau mobile après ce matin-là. D'un point de vue technique, c'était comme si toutes les traces de sa vie numérique avaient été brutalement coupées. Après 8 heures le 17 juin, il n'y avait aucune indication de mouvement, de données de localisation ou d'activité supplémentaire d'aucune sorte. Le deuxième jour après la disparition de Marin Paou, le dimanche 18 juin, son frère Nicolas reçut un message d'une femme qui avait vu l'appel de la famille sur les réseaux sociaux et avait décidé de partager ce qu'elle savait. La femme affirmait avoir aperçu Marin la veille au matin, le samedi 17 juin vers 10h30. Selon elle, Marin se trouvait à Lourdes-Saint-Pierre, un petit village à environ 15 minutes de Montauban. Elle était assise seule sur la terrasse d'un café sur la place du village, où elle avait commandé un café et un jus d'orange. La témoin se souvenait que l'attitude de Marin semblait étrange. Elle paraissait distraite et agitée, se levant à plusieurs reprises avant de se rasseoir. Au bout d'un moment, elle quitta le café et marcha vers un canal proche, traversant la route et se dirigeant en direction de l'eau près du stade local. La femme ajouta que Marin avait pris un petit sac en papier avec elle en quittant le café. Alors qu'elle marchait le long du canal, elle s'arrêtait fréquemment, regardait autour d'elle, et changeait même de direction plusieurs fois. Un comportement qui avait paru bizarre aux témoins. Lourdes-Saint-Pierre est un village tranquille d'environ 1000 habitants, et la présence d'une jeune femme inconnue des habitants, errant seule un samedi matin, était suffisamment remarquable pour être notée. Cette particularité aida la témoin à se souvenir d'autant de détails.
Après avoir reçu son message, Nicolas transmit immédiatement l'information à la police. Le matin du lundi 19 juin 2023, des policiers arrivèrent à Lourdes-Saint-Pierre pour enquêter. Suivant le récit de la témoin, ils commencèrent à fouiller minutieusement la zone, et peu de temps après, ils découvrirent une Ford Fiesta grise. C'était la voiture de Marin, garée au bout d'une route sans issue le long du canal de Montauban, près d'une école primaire. Le véhicule était à découvert, non dissimulé, et il n'y avait aucun signe qu'il avait été abandonné à la hâte. Il était verrouillé. Une fois que les policiers y eurent accès, ils découvrirent 2 grands sacs de voyage dans le coffre. Les 2 furent confirmés comme appartenant à Marin. Cependant, son téléphone, son sac à main et ses papiers d'identité étaient introuvables. La police sécurisa immédiatement le véhicule pour une analyse forensique. Des plans furent établis pour rechercher des empreintes digitales et des preuves biologiques afin de déterminer si quelqu'un d'autre était monté à bord ou avait laissé des traces. La voiture elle-même ne montrait aucun signe de dégâts ou d'effraction. La découverte de la voiture de Marin changea la direction de l'enquête. Jusque-là, sa famille et les autorités avaient cru qu'elle était partie de son plein gré, emportant ses affaires. Il devenait maintenant évident que si la voiture et les bagages de Marin étaient restés sur place, elle-même avait disparu. L'absence de son téléphone et de ses documents personnels indiquait qu'elle avait pu quitter le véhicule soudainement ou avoir été forcée de le quitter dans des circonstances imprévues. L'emplacement de la voiture était proche du café où une témoin l'avait aperçue ce samedi matin, et le canal voisin correspondait à l'itinéraire où on l'avait vu pour la dernière fois marchant avec un sac en papier à la main. Cela soutenait la théorie que Marin avait continué le long du canal après avoir quitté le café. Cependant, au-delà de ce point, sa piste disparaissait complètement. Il fut aussi confirmé que la voiture n'avait pas été déplacée depuis son stationnement initial. Plusieurs habitants signalèrent l'avoir vue exactement au même endroit depuis le samedi matin, renforçant la probabilité que Marin était arrivé le 17 juin et n'était jamais revenu à son véhicule. Les 2 sacs laissés intacts dans le coffre ne firent qu'épaissir le mystère. Si Marin avait prévu de quitter la ville, pourquoi aurait-elle abandonné toutes ses affaires? Pourquoi ne pas avoir pris au moins quelques essentiels? Et où était son téléphone? Surtout puisque son dernier signal enregistré provenait de cette même zone. Clairement, quelque chose s'était passé entre le moment où elle avait quitté le café et celui où elle avait disparu. Pourtant, à ce stade, aucune des explications possibles n'avait de support concret. La découverte de la voiture était un indice crucial, mais elle n'offrait pas de réponse immédiate. Sur la base de l'endroit où elle avait été trouvée, les recherches se concentrèrent sur le canal et le paysage environnant. Puis, au milieu de l'incertitude grandissante, plusieurs jours après la disparition de Marin Paou, sa famille reçut un nouveau renseignement. Cette fois, d'un homme qui affirmait l'avoir vu dans la nuit du 17 juin. Il prétendait avoir vu Marin dans un lieu de vie nocturne dans la zone industrielle de Montauban. Selon lui, il l'avait reconnu, abordé, et même salué d'une bise sur la joue. Ce nouveau récit émergea peu après que la disparition de Marin eut reçu une couverture médiatique importante, aussi bien locale que nationale. Sa famille transmit promptement l'information aux autorités, car cela suggérait une nouvelle possibilité. Peut-être que Marin était encore en vie ce soir-là et avait été vu en public. Cependant, des incohérences apparurent rapidement lors de la vérification. Le plus gros problème concernait ses données téléphoniques. Son appareil ne s'était connecté à aucun réseau après 8 heures le 17 juin, le dernier signal enregistré près de Montauban. Depuis lors, il n'y avait eu aucun appel, aucune activité en ligne, et aucune trace de mouvement, ce qui jetait un doute sérieux sur le récit du témoin. Si Marin s'était vraiment trouvé en boîte de nuit ce soir-là, plusieurs questions se posaient. Comment y était-elle allée, et pourquoi n'avait-elle pas du tout utilisé son téléphone? Son moyen de transport était particulièrement déroutant. Sa voiture avait été découverte à Lourdes-Saint-Pierre. Et selon plusieurs témoins locaux, elle n'avait pas bougé de cet endroit depuis le matin du 17 juin. Si elle était allée en boîte à Montauban plus tard dans la nuit, elle avait dû s'y rendre par un autre moyen. Les 2 endroits étaient distants d'environ 20 km, une distance trop longue et dangereuse à parcourir à pied, surtout tard dans la nuit et sans aucune activité téléphonique. Une possibilité était qu'elle avait accepté un lift de quelqu'un qu'elle connaissait. Cependant, les images de sécurité des caméras, à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte de nuit, ne montraient aucune trace de son arrivée ou de sa présence, jetant un doute sérieux sur la fiabilité du récit de l'homme. Les enquêteurs considérèrent aussi la possibilité d'une erreur d'identité.
Bien que le témoin fût certain d'avoir vu Marin, son compte-rendu ne pouvait être vérifié. À ce stade, sa photo avait largement circulé sur les réseaux sociaux, et dans une boîte de nuit sombre et bondée, il aurait été facile de confondre quelqu'un d'autre avec elle. La famille était déchirée entre des émotions contradictoires, l'espoir qu'elle puisse encore être en vie, et le doute sur l'exactitude de l'affirmation. Si le récit de l'homme était vrai, cela signifierait que Marin était en vie dans la nuit du 17 juin, impliquant que sa disparition n'aurait peut-être pas été préméditée. L'enquête progressait sous tous les angles, les autorités refusant d'exclure aucun scénario. La déclaration du témoin fut enregistrée mais resta non confirmée. Alors que les recherches pour Marin Paou continuaient sans progrès, plusieurs théories potentielles commencèrent à prendre forme. Aucune n'avait encore de preuves solides, mais sa famille et les forces de l'ordre les poursuivaient simultanément. La première et plus simple théorie suggérait que Marin était partie volontairement, étant donné qu'elle avait préparé 2 grands sacs et était partie en voiture. Au début, les enquêteurs envisagèrent que Marin avait peut-être simplement eu besoin de prendre du temps pour elle. Une courte pause pour s'aérer l'esprit et prendre de la distance avec son entourage. Compte tenu de son âge, de son indépendance et de ses difficultés émotionnelles, cela semblait raisonnable au début. Cependant, cette théorie s'effondra rapidement une fois que sa voiture fut retrouvée abandonnée avec ses bagages toujours à l'intérieur et aucune trace de contact depuis. Il n'y avait aucun signe qu'elle avait commencé une nouvelle vie ailleurs. Aucun message, aucun retrait, aucune activité numérique d'aucune sorte. La deuxième théorie pointait vers la possibilité d'un suicide. Sa famille ne pouvait l'exclure complètement. Le frère de Marin, Nicolas, admit que dans les mois précédant sa disparition, elle lui avait souvent confié des sentiments d'épuisement émotionnel et de désespoir. Elle parlait de la vie comme de plus en plus lourde et difficile à gérer, même si elle essayait de rester résiliente. Il fut aussi révélé qu'elle avait cherché de l'aide auprès d'un professionnel de santé mentale au moins une fois. Ses proches pensaient que tout progrès qu'elle avait fait était fragile. Une autre séance de thérapie était déjà programmée pour le 23 juin. Des indices de son état émotionnel étaient aussi visibles dans ses publications sur les réseaux sociaux, où elle écrivait souvent sur le fait de se sentir seule, anxieuse et mal dans sa peau. Pourtant, elle n'avait laissé aucune note ni message qui aurait clairement indiqué une quelconque décision finale. La troisième théorie impliquait le rôle potentiel d'autres personnes. Après que le rapport sur Marin aperçu en boîte de nuit le jour de sa disparition eut émergé, sa famille commença à soupçonner qu'elle avait pu être prise dans des circonstances hors de son contrôle. La pensée la plus troublante était que quelqu'un avait pu exploiter sa vulnérabilité lors d'interactions privées. Il y eut même des spéculations que Marin avait pu être contrainte ou entraînée dans des activités criminelles, peut-être le trafic d'êtres humains. Il n'y avait aucune preuve concrète pour étayer cette théorie. Pourtant, la famille se sentait obligée de considérer toutes les possibilités. Une question continuait à les hanter. Si Marin était partie d'elle-même, pourquoi abandonner ses bagages dans la voiture? Et si ce n'était pas le cas, qui l'avait accompagnée? Qui aurait pu la récupérer à cet endroit? L'absence complète de témoins, de vidéos de surveillance ou de toute trace numérique rendait impossible de valider un scénario. Toutes les possibilités restaient sur la table. Entre le 17 juin et le 13 juillet 2023, la famille de Marin Paou vécut dans une incertitude constante, s'accrochant au plus faible espoir de découvrir un indice sur son sort. Les forces de l'ordre poursuivirent l'enquête, analysant les données numériques, retraçant ses déplacements et suivant chaque piste potentielle. Pendant ce temps, sa famille menait ses propres recherches indépendantes. Nicolas, le frère de Marin, mena une campagne publique sur les réseaux sociaux, partageant sa photo, lançant des appels à information et exhortant les gens à relayer l'information. Son appel à l'aide gagna rapidement le soutien d'abonnés, de locaux et de volontaires. Des affiches portant le visage de Marin apparurent dans tout Montauban et les communes voisines. Certains volontaires distribuèrent des flyers tandis que d'autres amplifièrent son histoire via des groupes locaux en ligne. Pourtant, malgré cette large diffusion, aucune piste crédible n'émergea. Chaque jour de recherche n'apportait que du silence. Il n'y eut aucune vue, aucun signal, aucune trace. Marin semblait avoir disparu sans laisser de piste. L'incertitude pesait lourdement sur Nicolas. Il essaya de retourner travailler, mais l'anxiété et les nuits blanches rendaient impossible de se concentrer. Chaque jour sans réponse était plus insupportable. Il resta en contact étroit avec les forces de l'ordre, suivant chaque information ou message qui pourrait enfin éclairer ce qui était arrivé à sa sœur. Mais aucune avancée ne vint. La disparition de Marin resta un mystère non résolu jusqu'au 13 juillet 2023,
27 jours après sa disparition. Ce matin-là, un agriculteur local marchant près du canal et d'un terrain de sport voisin remarqua quelque chose d'inhabituel. Depuis plusieurs jours, il avait détecté une forte odeur persistante dans la zone. Supposant qu'elle provenait d'un animal mort. Cette fois, poussé par la curiosité et l'inquiétude, il s'aventura plus profondément dans les fourrés, à environ 400 mètres de l'endroit où la voiture de Marin avait été découverte. Là, il tomba sur un corps allongé au sol, partiellement dissimulé par une végétation dense. Non loin se trouvait un sac à main rose, et à l'intérieur, les enquêteurs trouvèrent plus tard une carte d'identité appartenant à Marin Paou. L'agriculteur alerta immédiatement les services d'urgence, déclenchant une nouvelle phase dans l'enquête. La police et les équipes forensiques arrivèrent promptement, sécurisant le site et commençant un examen minutieux de la zone. Le corps était dans un état de décomposition avancé, suggérant qu'il avait été exposé à la chaleur estivale et aux éléments naturels pendant plusieurs semaines. Malgré son état, les vêtements et l'identification trouvés à proximité indiquaient fortement qui était la victime, même avant confirmation formelle. Ce même jour, les enquêteurs contactèrent Nicolas Paou, le frère de Marin. Ils l'informèrent qu'un corps avait été découvert et qu'il s'agissait très probablement de sa sœur. Nicolas était chez lui quand il reçut l'appel. Bien que le processus officiel d'identification soit encore en cours, il sut instantanément que c'était la nouvelle dévastatrice qu'il redoutait. Les experts forensiques confirmèrent plus tard l'identité de Marin grâce à la documentation et à des caractéristiques physiques distinctives. Ce qui choqua tout le monde, c'est que le corps avait été trouvé dans une zone déjà fouillée. Une zone qui avait été précédemment ratissée par des chiens, des drones et des plongeurs. Cependant, la végétation épaisse et le terrain accidenté rendaient l'endroit difficile d'accès, et la canopée dense au-dessus empêchait qu'il soit repéré depuis les airs. Pour la famille de Marin, la découverte confirmait ses pires craintes. Son père et ses frères, surtout Nicolas, furent bouleversés par le choc. Nicolas se souvint plus tard qu'il était seul quand il avait reçu l'appel, décrivant ce moment comme si le temps s'était figé. Retourner à un semblant de normalité semblait impossible. Tout s'était arrêté. Après des semaines de recherche, de sensibilisation et d'espoir, la confirmation de la mort de Marin clôtura un chapitre douloureux et en ouvrit un autre, cherchant à comprendre ce qui était vraiment arrivé et pourquoi. Les circonstances de sa mort étaient désormais entre les mains des enquêteurs et des experts forensiques. Dans les jours qui suivirent, l'enquête se concentra sur la reconstruction des derniers mouvements connus de Marin le 17 juin. Le récit antérieur de la femme qui avait vu Marin assise seule à la terrasse d'un café à Lourdes-Saint-Pierre ce matin-là devint une pièce cruciale pour reconstituer ses dernières heures. Selon les enquêteurs, après avoir quitté le café, Marin était très probablement retourné brièvement à sa voiture, mais n'en avait rien sorti. Au lieu de cela, elle semblait s'être dirigée dans la direction opposée, marchant le long du canal. Des témoins se souvinrent l'avoir vue traverser un petit pont avant de disparaître derrière un groupe d'arbres. Ce chemin correspondait étroitement à l'endroit où son corps fut plus tard découvert. Durant l'examen de la zone, les enquêteurs trouvèrent un sac en papier semblable à celui que Marin portait au café. À l'intérieur du sac et dispersé à proximité, se trouvaient des traces de médicaments ainsi qu'un blister vide. Bien que le nom exact du médicament n'ait pas été rendu public, les officiels informèrent sa famille qu'il s'agissait vraisemblablement d'un sédatif puissant. Les enquêteurs conclurent que Marin était probablement resté à cet endroit depuis le jour de sa disparition. L'état de son corps et les objets à proximité indiquaient qu'elle était peut-être morte peu de temps après avoir été vue au café. Suite à la découverte, un examen médico-légal fut conduit. L'autopsie incluait les procédures standards d'identification et cherchait à déterminer la cause exacte du décès, comme défini par le médecin légiste. Cependant, le corps était trop décomposé pour fournir une conclusion claire. En parallèle de l'autopsie, une analyse toxicologique fut ordonnée pour détecter la présence possible de médicaments ou d'autres substances dans le système de Marin. Cette décision suivit la découverte de pilules et d'un blister vide près de ses restes. Sans signe visible de violence ou de blessure externe, les enquêteurs penchèrent vers la possibilité que Marin ait pu faire un choix personnel pour mettre fin à ses jours. Le parquet de Montauban confirma officiellement qu'il n'y avait aucune indication d'implication d'un tiers. Les enquêteurs ne trouvèrent aucun signe de lutte, de traumatisme physique ou de contrainte. En conséquence, il n'y avait pas de base légale pour poursuivre une affaire criminelle sous les statuts relatifs aux infractions violentes. La famille de Marin nota qu'au cours des dernières années, elle s'était progressivement renfermée suite au décès de sa mère en 2020.
Bien qu'elle continuât à garder contact avec les autres et restât active en ligne, elle partageait rarement ses émotions. L'enquête formelle conclut finalement que son départ avait été volontaire. Sa famille fut laissée aux prises avec cette conclusion et son impact émotionnel profond. La réponse qu'ils avaient attendue pendant près d'un mois arriva silencieusement mais définitivement. Après que l'affaire de la disparition et du décès de Marin Pahou fut officiellement close, sa famille choisit de parler publiquement de la tragédie. Son frère Nicolas publia une déclaration sur les réseaux sociaux confirmant que Marin avait été retrouvé et exprimant sa gratitude envers tous ceux qui avaient aidé durant les recherches. Il remercia spécifiquement ceux qui avaient partagé sa photo, relayé l'information et offert leur soutien pendant ces semaines d'incertitude. Nicolas souligna le rôle crucial qu'avait joué Internet, notant particulièrement que la femme qui avait aperçu Marin le matin du 17 juin l'avait reconnu grâce à ses publications Facebook. Cette information avait finalement conduit les enquêteurs à l'endroit où Marin avait été vu pour la dernière fois et les avait aidés à localiser sa voiture. Sans cela, ses restes auraient pu rester non découverts bien plus longtemps. Nicolas insista aussi sur l'importance de raconter l'histoire de Marin dans son intégralité. Il soutint la création de vidéos et de récits écrits, non seulement pour honorer sa mémoire, mais aussi pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale. Il exprima son espoir que partager l'histoire de Marin puisse offrir du réconfort à d'autres, montrant à ceux qui luttent contre la solitude ou la douleur émotionnelle qu'ils ne sont pas seuls. Nicolas adressa aussi un message personnel à sa sœur, tendre et sans blâme ni jugement, rempli plutôt de chagrin et de la douloureuse reconnaissance que tout n'avait peut-être pas été remarqué à temps. Il mentionna leur mère, décédée 3 ans avant la disparition de Marin, et écrivit que les deux étaient désormais réunis. Nicolas souhaita que Marin ait enfin trouvé la paix qu'il avait fui dans la vie. Il clôtura son message par une supplique aux autres, si vous êtes en difficulté, ne la affrontez pas seul. Il mit en avant la ligne nationale d'écoute pour la santé mentale et rappela aux gens que même une brève conversation pouvait faire une différence significative. Alors que l'histoire de Marin laissait de nombreuses questions sans réponse, Nicolas chercha à transformer sa tragédie en une source de sensibilisation et d'espoir pour ceux dans le besoin. Il n'y avait pas de notes et pas d'explications claires. Pourtant, les signes, les phrases furtives, les silences et les petits moments convergeaient tous vers une seule conclusion douloureuse. Ceci marqua le chapitre final de l'histoire de Marin Pahou, une jeune femme dont le silence devint finalement son dernier message. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez attentifs, restez vigilants.